démarrage des travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Patrice Talon a pris part donc à la conférence sur le développement durable et la dette soutenable. Nous allons revenir un peu sur le plaidoyer du président béninois avec mes invités. Vous, fondamentalement, qu'est-ce que vous avez retenu du plaidoyer du chef de l'État à l'occasion donc de ces travaux sur la conférence sur le développement durable et la dette publique? J'avoue que le chef d'État m'a séduit. Il a séduit bon nombre de panafricains. Beaucoup ont retrouvé à travers lui le Thomas Sankara qui parlait de la dette à l'époque, qui demandait à ce que la dette ne soit pas payée, contrairement au président qui demande à ce que la dette soit accessible à tout le monde, qu'on ait la capacité de se faire financer et d'industrialiser nos pays. En fait, c'est ce que nous avons réclamé à travers nos combats et le président nous a séduit, il nous a fondamentalement séduit et je crois que ce que nous sommes en train de demander, la nouvelle vision des chefs d'État est en train de se révéler et j'espère que ça va s'étendre sur tous les autres chefs d'État pour qu'enfin nos pays soient industrialisés. Parce qu'aujourd'hui on a besoin d'industrie. Les jeunes sont chômeurs, on n'a pas d'emploi, on a des difficultés d'industrialiser le pays, de transformer nos matières premières sur place, alors qu'on a l'argent, on a les moyens de le faire, mais on n'y parvient toujours pas. Aujourd'hui, on peut, avec de l'électricité à moins de coût, faire tourner cette télé, mais on n'a pas la capacité. Mais le chef d'État a compris qu'aujourd'hui, il faut mettre à la disposition de nos États les moyens pour construire nos pays. Très bien. Le chef de l'État a tout de même insisté sur le fait que l'argent est disponible sur le marché. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Permettez-moi de faire un coucou spécial à cet homme, un modèle type recherché à travers le temps, surtout, je dirais, les 30 dernières années, puisque... Est-ce que ce n'est pas de l'encensement? Justement pas, puisque je suis dans un lobby. Je suis dans un lobby justement appelé Mémorial Thomas Sankara, qui n'est pas juste un homme, mais qui fait un travail énorme. Et dans la même semaine où nous sommes en train de réfléchir à comment est-ce que l'Afrique pourrait éventuellement s'autodéterminer, et avec peut-être les propos exagérés. C'est une parenthèse que je fais pour vous montrer comment ce qui se passe après le déçu. Avec les propos supposés exagérés de notre grande sœur Nathalie Yam, dont ça fait un procès, son expulsion enflammait la toile et puis tous les débats. Patrice Talon, je parle d'abord de la personne, a réussi à attirer l'attention de tous les révolutionnaires et les panafricanistes de son temps. Ceux-là même. Et j'ai fait allusion à cette dame, parce qu'il n'y a pas 2 jours, 3 jours, cette dame a fait un poste pour ne serait-ce qu'attaquer le président de la République. Mais dans sa détresse, gardée par la police et la préfecture à Abidjan, en attente d'être expulsée en Suisse ou ailleurs, elle a pu reconnaître sur un fora que l'homme-là l'a séduit et qu'elle regrette les propos qu'elle avait tenus sur lui. C'est pour vous dire que la plaie est profonde, l'attente se faisait vraiment, vraiment latente, au point où nous avons connu aujourd'hui, et nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu de nos oreilles, un chef d'État en exercice au XXIe siècle, qui montre de doigt et démontre devant un parterre de personnalités l'incompétence des grandes institutions qui parlent du développement. Banque mondiale, Fonds monétaire international. Au point où il a fait une démonstration pour montrer la limite du système. Et montrer même au point où ces sommités dont on espère le développement de nos pays, puisque nous avons connu, vous m'excusez la parenthèse, nous avons connu des banques mondialistes comme président de la République du Bénin. Je ne vais pas nommer des gens. Nous avons connu d'autres banques qui, ou bien, je ne sais comment vous les appelez, comme président de la République du Bénin, tout docteur en économie, ou je ne sais quoi.
Mais nous avons aujourd'hui un homme qu'on a traité de bachelier qui, en voulant aborder une question, a fait applaudir les technocrates, c'est-à-dire ceux qui décident de ce que le monde peut avoir, je ne sais pas, ceux qui peuvent parler de chiffres. Et justement, avant de poursuivre, quel était l'auditoire de Patrice Talon, François Xavier? Je pense que mon voisin d'en face a mis le doigt sur la question essentielle. L'auditoire, c'était une question sur la dette publique et le développement durable. Donc c'est tout ce que nous avions on va dire la crème de la crème de tout ce que nous avons comme technocrates en tout cas dans le domaine financier. Donc on parle de la BCAO, de la BOAD, de toutes les institutions de développement, des directeurs pays, des institutions financières. Donc on avait devant ce panel de chefs d'État, parce que c'est la chose la plus importante. Tout à fait. Il n'était pas de chefs d'État de l'UEMOA, on ne parle pas de techniciens, on parle de Patrice Talon, du président Kaboré, du président Ouattara, de Macky Sall, ainsi de suite. Donc on avait un auditoire de connaisseurs qui savaient exactement de quoi il s'agissait. Moi, je ne veux pas, j'aime comme mon ami d'en face, il sait que j'aime le panthéon révolutionnaire. Je pense que Patrice Talon ne cracherait pas sur comment on va dire, la figure de Thomas Sankara. Je pense que c'est une figure tutélaire pour bon nombre d'Africains. Mais ce qui m'a extasié, simplement, c'est pas parce que c'est Patrice Talon, parce que ça fait, vous savez, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, déjà 10 ans, on a eu un président docteur en économie qui dirigeait une banque, on a eu des cellules macroéconomiques où il y avait des économistes pétris de talent, donc on ne parle pas de la formation, de la vision du monde, mais je n'ai encore jamais vu, pour être, je ne suis pas dithyrambique, je n'ai encore jamais vu un chef d'État ou du moins un cadre à un haut niveau bancaire poser les problèmes auxquels sont confrontés notre pays de façon aussi claire, de façon aussi limpide. Il ne s'agit pas, pour une fois, il ne s'agit pas de s'attaquer à, il s'agit de parler pour. Ce sont deux conceptions différentes. Quand nous parlons souvent, quand on parle souvent de la monnaie, de la difficulté de notre pays, on s'attaque à, on se met dans une position de victimisation. Pour une fois, on a un décideur qui parle pour et qui ne parle pas contre. Et ça fait toute la différence. Je voulais commencer par dire que Patrice Talon a dit en quelques mots les points clés sur lesquels le défenseur de la modification de la statut de la CEDEAO, Kako Nobunko, disait les points bien précis. Et sans le président de la République a parlé en des points bien précis du franc CFA, ça a prononcé une seule fois le mot du franc CFA. Ça s'appelle du génie. Et ce n'est pas inventé. Parce qu'on savait, et là, sa posture dans un passé récent de chef d'entreprise l'a rattrapé quelque peu. Parce que dans l'explication, dans la pédagogie de ce qu'il disait, on sentait quelqu'un qui maîtrise assez bien dans son élément, la posture qui maîtrise assez bien ce qu'il disait. Pour que les téléspectateurs nous comprennent de façon toute simple. On ne parle pas de monnaie, on ne parle pas de la France a fait ci, la France a fait ça. On ne parle pas de tel a fait ci, tel a fait ça. Le président de la République, j'ai envie de caricaturer pour que les gens comprennent. Ce que le président de la République dit, c'est quoi? C'est très simple. Vous gagnez par exemple 10 000 francs CFA par mois. Vous êtes peut-être un jeune ménage. On considère que, vous n'êtes pas très... parfois, vous avez des excès en termes de dépenses. Vous pouvez mettre en mal votre ménage. Et c'est déjà arrivé. Les années 80-90. On a beau dénoncer les ravages des programmes d'ajustement structurel, c'est parce qu'il y avait un avant où les dépenses publiques étaient à follow, ainsi de suite. Donc on a opté pour une solution qui a été dévastatrice, mais la difficulté de la solution n'empêche pas qu'auparavant on a géré les caisses publiques comme si on avait de l'argent à l'infini. Et donc le ménage le ménage a 10 000 francs CFA à gérer. Et donc ceux qui nous disent, écoutez, si vous avez 10 000 francs CFA à gérer, pour vous épargner de tout problème, dépensez 3 000 francs CFA et gardez 7 000 francs CFA en stock. On ne sait jamais. Comme garantie. Le prix de pétrole pourrait bouger. Donc ça va vous aider à servir de soupape.
le prix du blé pourrait augmenter le prix du blé pourrait être augmenté par les Russes ou les Américains, ça va impacter tout de suite la consommation du pain chez vous. Donc, les 7 000 francs CFA, vous le gardez et vous essayez de gérer avec les 3 000 francs CFA. Et donc là, vous êtes quelqu'un qui dépense ce qu'il a de façon raisonnable, un bon père de famille. Mais seulement, dans le même temps que vous gérez ça, un bon père de famille, vous avez des enfants qui meurent de faim, vous avez des enfants qui ont des problèmes de santé, et on vous dit, bon, écoutez... Alors que vous avez 7 000 de garantie. On vous dit, bon, écoutez, puisqu'on ne vous fait pas trop confiance dans la manière de gérer vos propres sous, il y a des circuits palliatifs. Vous pouvez emprunter de l'argent par là, vous pouvez emprunter de l'argent par ci, pour traiter ces questions-là. Vous dites d'accord. Mais dans le même temps, on vous dit, bon, écoutez, si vous avez par exemple 2 ou 3 enfants à traiter, c'est bon, on pourra vous trouver de l'argent pour ça. Mais attention, si vous voulez dépenser, par rapport, on ne pourra pas vous emprunter au-delà des 3 000 que vous dépensez normalement. Si on vous emprunte un peu plus, parce que vous avez une garantie de 7 000, si on vous emprunte 1 000 francs en plus, écoutez, là, vous êtes dans le rouge, on ne pourra pas. Donc, dans le même temps, on vous empêche de tous les côtés d'avancer. C'est tout ce que le président de la République a dit. Et donc, c'est la caricature. C'est la caricature, c'est tout ce que le président de la République a dit. Le président de la République a posé un problème façon pragmatique. C'est-à-dire, bon, vous nous dites, bon, alors que la France même, la France est un autre sujet. Et ça, c'est politiquement très avisé et très réfléchi. Je vais vous expliquer pourquoi. 2008, crise financière sur le marché international. La France s'est retrouvée en difficulté. Le seul enfant bien portant en Europe, c'est l'Allemagne. Politiquement, Merkel était puissante puisqu'elle ne l'est plus. L'Allemagne était le bon élève de l'Europe, donc c'est l'Allemagne qui dictait les réformes à faire. La France, l'Italie, la France était chef de file, l'Italie, l'Espagne, la Grèce qui était dans une situation catastrophique, ils ont dit, écoutez, nous avons des critères de convergence, c'est-à-dire la caricature que je vous ai faite, donc 3% d'inflation, vous ne pouvez pas vous endetter au-delà de 70%. La France dit, bon, écoutez, nous avons des problèmes financiers, nos banques sont en difficulté, mettons de l'argent sur le marché. Donc, essayons de faire un peu plus de déficit. Ne restons pas dans ce carcan de 70%. Les Allemands disent non. Vous avez été toujours mauvais élève. Il n'est pas question qu'on touche aux critères de convergence. Ça veut dire que depuis 2008, les élites françaises ont remis ça en cause au niveau de l'Union européenne. Ce n'est que maintenant, il y a 1 année ou 2 ans, que l'Allemagne a faibli. Politiquement, Merkel est faible, que l'Allemagne s'est résolue à laisser libre cours, à faire un peu plus d'inflation. Donc le président de la République dit très simple, de façon très simple. Dans les accords qui nous lient avec la Banque de France, les accords qui lient la zone CFA, nous avons cru bon d'adopter les mêmes exigences que l'Union européenne. Eux, ils sont développés, nous sommes sous-développés. Mais nous nous imposons les mêmes contraintes. Et le président de la République dit simplement, si un pays développé depuis 2008, on est en 2019, ce n'est pas seulement Macron, ça a commencé à Hollande, même au niveau, même quand Sarkozy partait, ça a commencé depuis. Très bien, juste pour finir, le président de la République dit, mais si un pays développé n'arrive pas à s'en sortir avec ces conditions strictes de gestion macroéconomique, comment voulez-vous un pays sous-développé, les nôtres, s'en sortent avec les mêmes critères macroéconomiques? Et ça rejoint exactement les critiques que faisait Kako Nambuko, et puis nous allons en revenir tout à l'heure. Très bien. Voilà. C'est mon désir, Amaguilia, est-ce à dire que les autres chefs d'État africains n'avaient pas quand même cette pensée, ou du moins cette réflexion du président béninois, ou bien ça manque de l'audace? Bon, quand on prend par exemple Kako Nambuko, qui a été éjecté du système gouvernemental togolais à la demande du président ivoirien, qui a dit qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous attendez à le faire sortir. Est-ce qu'on a les preuves de ce que... Non, ça a été dit clairement, c'est pas moi qui le dis, c'est Kako Nambuko lui-même qui l'a dit. Sur France 24, il a dit quand même. Il a dit que le président ivoirien a demandé à ce qu'on me sorte, et à sa dernière sortie, on a dit sortez-le également de l'OIF. On l'a sorti également de l'OIF. Lorsque vous êtes un économiste, vous êtes titulaire d'un doctorat, ou vous faites partie de la chaire, avant d'intégrer le système, vous participez à une école de doctrine. On vous endoctrine et vous n'avez pas le droit de sortir du système et de dire ce que vous ne devriez pas dire.
comme on le dit souvent, on dit, vous avez le droit devoir de réserve, je ne sais pas. Oui. Voilà. Donc, vous allez observer toute cette réserve-là, quoi qu'il advienne. Il y a 2 samedis passés que la BCA a organisé quelque chose. L'inclusion financière. L'inclusion financière, j'y étais, mais ils me connaissaient tous. J'ai levé le doigt pour pouvoir poser des questions. Ils n'ont pas voulu me permettre de poser des questions. C'est une parenthèse que vous fermez très rapidement. Donc, en réalité, oui. Pourquoi voulez-vous attendre que, par exemple, l'ancien président de la République, Thomas Bolingnaï, parle du franc CFA? Il ne parlera jamais du franc CFA. Il ne peut jamais avoir l'audace de dire ce que Patrice Talon a dit hier. N'attendez pas, par exemple, voir Alassane Ouattara dire ce que le président Patrice Talon a dit hier. Vous ne verrez jamais ça. Vous allez voir que Roch Marc Christian Kaboré, qui avait l'habitude de dire ces choses, il a pris peur quand le président de la République disait ces choses-là. Parce qu'il s'est dit, mais où est-ce qu'il a eu le courage? Où est-ce qu'il a eu toutes ces informations? Et il est en train de dire tout ça. Ce sont des choses qu'on ne dit pas au grand monde. Ce sont des choses qu'on ne dit pas au grand monde. Parce que forcément, il faut s'attendre à des représailles dans les jours prochains. Et on doit s'y préparer. Et on parle de plaidoyer de Patrice Talon pour une meilleure perception de risque. Et l'homme prend des risques. Je crois que si nous prenons Patrice Talon au mot, le président Patrice Talon au mot, c'est-à-dire que si vous allez sur sa page officielle, sur sa photo de profil, il a mis un petit commentaire. Et si vous regardez la posture de l'homme, ce qu'il a libéré hier, et par rapport à cette phrase qu'il a mis, je crois, depuis près de 6 mois. Quelle est la phrase, dites-le? Eh bien, bon, je ne peux que paraphraser parce qu'il n'est pas bûché. Mais il montrait en sorte que son engagement, c'est de faire en sorte que chaque citoyen vive bien au Bénin. Son engagement. C'est-à-dire, ça montre d'abord que ce n'est pas une aversion pour la fonction de président de la République, mais qu'il est venu spécialement pour régler un certain nombre de problèmes. Problèmes qui, peut-être, entre-temps, il avait voulu résoudre en tant qu'investisseur et il a rencontré certainement des difficultés. Aujourd'hui, il cumule et l'homme président de la République et l'homme partenaire de l'Afrique cherchant à investir en Afrique, mais pas à s'enrichir sous le dos de l'Afrique. Parce que quand vous faites la comparaison, c'est là on peut se dire, moi à un moment donné je me suis demandé, ceux qui applaudissaient dans cette foule-là, est-ce des investisseurs ou les techniciens ou les amoureux de l'Afrique? Parce qu'entre-temps, si vous suivez le développement du chef de l'État, c'est celui qui investit, qui ramassait presque tout, 30% environ. Alors, dans ce parterre de personnalités, il y en a qui investissent en Afrique, certainement. Et pourquoi les gens applaudissent? Parce que, comme on le dit, et dans notre langue, je peux paraphraser en français, ça a dépassé la honte au XXIe siècle. Que nous soyons dirigés, je veux cette fois-ci oser citer Thomas Sankara, que ceux qui nous ont prêté l'argent, ce sont ces mêmes incompétents qui ont dépensé l'argent. Et ce sont eux qui se sont endettés et maintenant ils nous demandent de payer. Puisque l'incompétence a été remise en évidence de façon intellectuelle et intelligente, qu'il y a eu quand même des couacs. Et quand on va vers la FMI, le FMI du moins, le FMI vous renvoie vers la Banque mondiale, et la Banque mondiale vous renvoie vers le FMI. Je ne peux pas analyser. Hein. Alors, pendant ce temps-là, vous vous demandez comment vivent les populations, comment est-ce qu'on peut acter, quand est-ce qu'on peut acter et régler les problèmes d'eau et d'électricité, quand on sait que le développement d'un pays est essentiellement basé sur l'industrie, et qu'aujourd'hui, les dettes qu'on fait là, ce n'est pas encore pour alimenter les industries, mais pour faire voir la population dans la nuit, ou faire boire la population de l'eau. Quand est-ce qu'on va passer à la vitesse supérieure et dire qu'on veut acter pour le développement? Et quand le chef de l'État a abordé ça, comme vous avez parlé, moi tout de suite, j'ai senti, et cela venait des amis, essentiellement des camarades du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui commençaient à nous écrire. Bon, moi personnellement, beaucoup m'ont écrit pour dire, ça y est, il faut vraiment activer le réseau défense de votre président de la République. Il a besoin d'un bouclier humain. Il a besoin que nous passions dans les explications les plus détaillées pour réveiller la conscience collective. De sorte que, désormais, à la moindre, c'est-à-dire
à la moindre cata, même les Béninois qui vont servir de mercenaires, peut-être depuis la France ou l'Allemagne, ou on sait d'où, on doit pouvoir être en mesure d'expliquer dans quelles fonctions de mercenaires ils sont contre le développement de leur pays. Ce n'est pas politique. C'est une menace, comme vous l'avez perçu. C'est une menace. Et le monsieur est à l'aise. Vous savez, dans ces conditions, ils savent que d'ici là, il ira pour faire son entretien de santé naturelle, il va faire ceci, il va commander des médicaments et tout ça. Je le dis pour révéler l'intention du chef de l'État. C'est si sérieux. C'est si sérieux. Parce qu'en réalité... Est-ce que nous n'allons pas... Non, je vais vous dire. Regardez le geste, puisqu'on a cité son nom, je vais le dire avant de finir. Vous pouvez regarder l'élément. C'est un chef d'État qui, entre-temps, avait osé dire certaines choses et après Macron est allé dans son pays. Je vais parler du Burkina Faso. D'accord? Quand Macron est parti dans l'amphi là, lorsqu'il y avait un problème de climatiseur, il a dit, lorsque Kaboré aurait terminé de régler le problème d'électricité de climatiseur ici, il pourra sortir du franc CFA. Après, il a dit que c'était pour rire. Regardez la posture du président Kaboré, Christian Kaboré. Quand Patrice Talon parlait, il a mis le doigt dans l'oreille et le même doigt, il a foutu dans ses deux nez. Regardez encore. Vous avez fait... Il sait qu'il est devant un public et il a des conseillers en image. Il n'a pas fait ça exprès. Ça voudrait expliquer. Ça va sentir. Ce qu'on entend là, ça va sentir. Je suis resté au Burkina Faso au moins pendant 1 an. Ce qu'il dit là, dans un langage terre à terre de chez eux, ce que j'entends là, ça va sentir bientôt. Et nous devons nous mettre en alerte. Très bien. Oui, je pense que là on est en plein dans le langage révolutionnaire, mais non, je pense que même au-delà. Mais c'est tout des risques que. Non, moi je ne pense pas que ce soit des risques. Vous savez, on est déjà je pense que le Bénin, Patrice Talon et Roch Kaboré ont les meilleures relations du monde. Même quand le président de la République a apostrophé le président Ouattara. Il faut savoir que dans la sous-région, le président de la République et le président Ouattara ont ceux qui ont, en tout cas, non, je ne crois pas personnelle. Que quand il parlait de l'illustration... Non, je veux dire que nos pays ont des relations tout à fait cordiales, donc le président de la République... Je ne parle pas d'un conflit entre les deux pays. Non, je dis... Le chef de l'État Kaboré pour avoir exercé, pour avoir fait ce que... Non, parce que le président je pense que ce à quoi il faut s'attendre quand on attaque ça. Je pense qu'une fois, et c'est ce qui est inédit, le ton dans lequel, le style dans lequel le président de la République le disait, je pense que la totalité des chefs d'État qui étaient là le vivaient et le pensaient de façon limpide. De façon limpide. La différence, c'est que, à la différence des autres chefs d'État, notre président de la République a un vécu de chef d'entreprise. Donc même dans la gestuelle, en expliquant les problématiques, ça se sentait. Ça se démarquait. Parce qu'il y a un problème crucial. Le problème crucial, c'est quoi? Le chef de l'État a parlé de crédit, que l'argent n'a jamais été, c'est vrai, il faut déjà régler un point, parce qu'aujourd'hui on a vu défiler dans les réseaux sociaux, oui, le chef de l'État béninois tire sur le FMI, le Banque mondiale. Le chef de l'État n'a jamais tiré sur le FMI et la Banque mondiale. Jamais. Pourquoi? Vous savez, cette grosse institution, même quand vous parliez de l'ex-président de la République des années 90, le président Soglo, quand vous parlez des institutions, les institutions sont, on va dire, drivées, dirigées par la doctrine dominante. Après les programmes d'ajustement structurel dans les années 90, on a dit, les institutions de Bretton Woods se sont dit, ce qu'il faut pour ces pays, et ce n'est pas seulement en Afrique subsaharienne, en Afrique, en Amérique latine aussi, il faut le moins d'État possible. Le moins d'État possible, donc tout au privé. On a parié là-dessus, avec la théorie économique dominante, l'école de Chicago, c'est-à-dire comment on appelle, la libéralisation à outrance. Milton Friedman, si vous prenez depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont gagné des prix Nobel d'économie viennent de cette école, l'une des plus puissantes écoles d'économie au monde, l'école de Chicago, l'école Chicago Booth, qui ont établi une théorie qui dit explicitement très peu d'État correspond à développement. Donc les institutions de Bretton Woods ont expérimenté ça stricto sensu des années 90 jusqu'aux années 2000. Après, ils se sont rendus compte que cette méthode ne marche pas simplement que la pauvreté ne diminue pas, et puis l'extrême pauvreté se développe.
Et après, on est arrivé à un jeu d'équilibre. Bon, pas trop, pas très peu, pas. Mais qu'est-ce que dit concrètement? Vous allez comprendre ce que attendez, vous allez comprendre ce que je dis. Après, on a dit dans les années 2000, bon, il faut quand même un peu d'État, quand même, mais un peu d'État dedans, et on continue pas à laisser la charge au privé. Qu'est-ce que le chef de l'État dit concrètement? Nous, par exemple, en Afrique subsaharienne, on est lié par les critères de convergence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous endetter au-delà de 110% de l'économie. Donc, quand vous atteignez ce seuil, vous ne pouvez pas aller plus. Le Togo a fait l'expérience l'année passée. Ils ont excédé les 110%. Ils ont eu un programme d'assistance parce que simplement, la plupart, sur le tableau de bord des institutions financières, on se dit, 70%, on ne peut plus leur passer de l'argent pour évoluer. Et le chef de l'État, en fait, la problématique, ce que le chef de l'État a posé comme question, il ne concerne même pas le FMI et la Banque mondiale. Le chef de l'État, comme le Ghana dernièrement, puisque les levées de fonds sur le marché privé, la dernière fois, le Ghana et le Bénin l'ont fait à un jour d'intervalle. Le chef de l'État dit, bon, si les prêteurs concessionnaires ne sont pas prêts à aller nous prêter de l'argent au-delà d'un certain pourcentage, laissez-nous aller sur le marché privé. Or, seulement quand vous allez sur le marché privé, vous allez obligatoirement avec la garantie de ces institutions financières, parce que les marchés privés, on n'est pas en Europe ou en Amérique du Nord où les notations vous sont vraiment favorables. Il a parlé de risque. Et ça, le risque accroît de 1 à, il a dit de 1 à pratiquement 10%, 12%, la pénalité qu'on vous met sur la dette. Donc, il dit, les institutions qui nous connaissent le mieux, qui sont censées parler, qui peuvent nous garantir une certaine accessibilité au marché privé, d'autant plus que eux, par rapport à leurs critères, ils ne peuvent pas nous donner plus d'argent parce que le fondamental, c'est que nous avons des besoins immenses en termes d'investissement en infrastructure, construction par exemple de centrales thermiques. Donc, pour caricaturer, si vous n'êtes pas capable de nous donner l'argent, laissez-nous aller sur le marché privé. Et ce qui nous empêche d'aller sur le marché privé, c'est que vous dites, bon, on ne peut pas s'endetter au-delà d'un certain montant, au-delà d'un certain degré. Et c'est là qu'il a introduit le vocable et c'est de plus en plus. C'est pourquoi il appelle, en réalité, il appelle à une remise en cause idéologique. Il parle de la qualité de la dette. Jusqu'à aujourd'hui, pour les pays subsahariens, on parle de la rentabilité de la dette. Très concrètement, si vous êtes un pays comme le Bénin, vous demandez l'aide du FMI pour construire une école, le FMI ne vous le donnera pas. Simplement parce que si vous construisez une école, dans 5 ans, 10 ans, l'école ne rapporte pas de l'argent. Vous savez que l'école aide à former des hommes et des femmes pour vous servir au développement. Mais le FMI n'est pas là pour vous passer de l'argent pour que vous fassiez des investissements à 20 ans. Il a pris l'exemple de l'énergie. C'est trop loin. Moi, je vais vous prendre l'exemple de la salle de classe. C'est le président Koupaki, le ministre Koupaki l'avait déjà dit au moment des élections présidentielles. Une salle de classe coûte 7 millions. Il avait dit en 2016. Si vous passez de l'argent au niveau des prêteurs concessionnels à 7 millions, vous rentabilisez comment? Parce que vous mettez des élèves, ce qu'ils payent ne vous permettent pas de rembourser ce que le FMI. Donc les besoins sont immenses. Mais l'autre chose que je voudrais préciser, c'est quoi? Pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. On dit institution de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale. Ces deux institutions ont été créées à l'après-guerre. Souvent les gens disent le FMI nous pénalise. Le FMI n'a jamais été créé pour le développement d'un pays. Le FMI a été créé pour la stabilité financière. L'institution qui est créée pour mettre des politiques de développement en place, c'est la Banque mondiale. Il faut faire la différenciation. Donc le FMI est juste dans une évaluation financière. Quand on fait une évaluation aujourd'hui, comme l'a bien fait le président béninois, le président Patrice Talon, on a bien l'impression que ce qu'on devrait attendre de ces institutions, on l'a pas aujourd'hui. C'est mon désir à m'endiguer. Qu'est-ce qui changera fondamentalement après toutes ces réflexions? Parce que on a suivi l'entretien exclusif, vous en rappelez, et aujourd'hui encore, hier encore, on entend le président béninois. Je voudrais savoir, le Fonds monétaire international est créé il y a combien d'années? Et je crois que ce n'est pas une question de 30 ans, de 50 ans. Mais le Fonds monétaire est là depuis, on n'a jamais été développé. Si le Fonds monétaire pouvait nous permettre de nous développer, on se serait développé. Si la Banque mondiale pouvait nous permettre de nous développer, on se serait développé. Les critères qui nous imposent
il ne s'impose pas à eux étant dans les mêmes conditions. Et le FMI n'a pas pouvoir de dicter sa loi, par exemple en Asie. La Banque mondiale n'a pas le droit de dicter sa loi, par exemple en Asie. Mais pourquoi est-ce que la Banque mondiale nous dicte sa loi? Lorsque la Banque mondiale dicte sa loi ou le FMI dicte sa loi à Xi Jinping, il ne la respecte pas. Il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on est d'accord? Au Japon, c'est la même chose. Quand ils disent ce qu'ils veulent, ils s'en vont, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais en Europe, le FMI ne va pas faire ce qu'il fait en Afrique. Ce sont des institutions qui sont mises en place pour permettre le développement du capital humain européen et américain. Ce ne sont pas des institutions qui sont mises en place pour nous permettre à nous de nous développer. On ne pourrait pas le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de ces projets de développement qui sont subvenus. Oui, en fait, il y a une précision. Je m'excuse, il y a une précision importante. Vous allez permettre, il va finir. Quand on rentre, par exemple, dans le développement d'un pays, on a la politique monétaire, on a la politique budgétaire. Notre politique monétaire est corsetée dans les critères de convergence de l'Union européenne. Notre politique budgétaire est corsetée dans les critères de convergence du FMI, où nous avons la possibilité, nous avons 100 francs, nous gagnons 100 francs, mais nous n'avons pas la possibilité de prêter plus que 24 francs. Parce que nous avons un ratio crédit à l'économie sur PIB de 24%. Alors qu'en Afrique du Sud, c'est à plus de 150%, où les gens prêtent à un taux de 1%. Comment est-ce qu'on peut se développer étant dans ces conditions-là? Parce que quand on commence pas à parler de l'économie, des critères, on commence pas à parler des doctrines économiques, tout ça, c'est pour embrouiller le grand monde. Moi, vous n'êtes pas. Avant de vous revenir, François Xavier, il faut permettre à tout le monde de comprendre les choses. Parce que les grands, vous avez vu, on a fait tout le bouquin sur la lutte franc CFA. Combien d'économies vous avez vu se positionner sur la lutte si ce n'est pas le cas pour nous beaucoup? Ça veut dire que quand on parle d'économie, ce sont des théories, ce sont des critères pour empêcher les autres d'avancer. C'est tout. Très bien. Roméo Aïsségui. Oui, moi je crois que de plus en plus notre ami chroniqueur a tendance à embrouiller. Non, j'explique. Oui. En fait, c'est quand on l'écoute jusqu'à la fin, quand on est patient justement, on comprend finalement qu'il voudrait rejoindre ce que le chef de l'État suscite. Mais de façon terre à terre, comme j'ai l'habitude de le dire, le débat macroéconomique a quitté les bureaux des économistes. Le système à Java est bousillé. Ça demande de resélectionner. Puisque le président Ouattara, économiste, garant des intérêts de ces institutions internationales, parce qu'il n'a jamais tenu un discours. Ces mots-là. Parce qu'il n'a jamais tenu un discours. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui a fait un rappel mémoire en lui disant qu'il faudra faire une réunion pour justement reparler de certain nombre de choses. Donc c'est en le connaissant par rapport à son CV, certainement qu'on lui a dit il faut que le président Ouattara puisse programmer en tant que président de l'institution pour qu'on puisse reparler et reconsidérer un certain nombre de choses. Vous savez, c'est que là où on est là, c'est une question de suivi. Normalement, dans le monde entier, le système Banque mondiale, FMI, ne parle plus de comment donner de l'eau aux gens. Le milieu où cela est implanté, le système sur lequel c'est construit, a dépassé depuis un certain siècle, au moins un siècle, donner de l'eau aux gens, donner de l'électricité aux gens. Ils ne sont plus à cette étape-là. Ils sont à l'étape où on vient les voir pour dire, voilà, il y a eu telle crise, voilà, donc il faut juste ajuster de ceci, il faut faire ceci et cela. Et par rapport à ça, ça fonctionne en France, en Allemagne et ailleurs. Mais le président Patrice Talon a fait, comme on le dit, poser le problème tout cru. Là où nous on en est, votre niveau de réflexion, c'est que nous on est encore en deçà. Alors nous vous avons proposé, nous, des solutions pour y arriver, et on vous a laissé le soin d'apprécier. D'aucuns disent que leur compétence, c'est-à-dire ils n'ont pas la compétence d'apprécier, mais que c'est l'autre.
On va chez l'autre, il dit qu'il n'a pas la compétence de l'apprécier. En termes clairs, Patrice Talon, président de la République du Bénin, est élu pour développer son pays. Développer son pays. Et par rapport à cela, il pose des actes pour avancer dans le sens du développement et en réfléchissant de façon locale, il trouve des solutions adaptées à son milieu de vie, à son continent. Mais puisque le système macro est installé, il explique. L'autre dit, ce que tu dis là, ça me paraît du chinois, de l'indien, du charabia. Va voir l'autre. C'est lui qui peut vraiment répondre à ça. Quand vous parlez du FMI, vous parlez de la Banque mondiale. Alors, le président lui-même. Si nous revenons à ce que le chef de l'État dit, il a dit, et c'est exprès, il sait que le lambda des citoyens africains vont comprendre, il y a beaucoup d'argent. L'argent existe. Ça veut dire quoi? C'est que nos plans que nous avons pour le développement de nos pays, moi c'est mon interprétation, ça n'engage que moi. Si les deux systèmes-là ne veulent pas comprendre d'ici là, nous allons passer par outre mesure pour atteindre les objectifs, puisque l'argent est disponible. Merci. Très bien. Oui, non, je voulais juste repréciser un point, je le disais tout à l'heure. Le FMI et la Banque mondiale n'ont pas été créés pour les mêmes fins, à la même fin. Ça participait d'un contexte. Et mon ami Semevo l'a évoqué tout à l'heure. Mais jusqu'à aujourd'hui, sans le FMI, l'Amérique latine aurait déjà fait faillite 3 ou 4 fois. Déjà sans le FMI, l'Amérique a fait une fois. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Et on parlait de la Chine. La Chine s'est battue depuis 5 ans pour être au conseil d'administration du FMI. La Chine est le deuxième investisseur du FMI aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous les programmes que le FMI fait, la Chine est donneur d'ordre. Donc en fait, le problème est un peu plus complexe que ça. Ce n'est pas les uns contre les autres. La Chine a tout fait, compte tenu de sa taille, pour être au conseil d'administration du FMI. Donc tous les programmes du FMI ne sont faits, que ce soit au Ghana, un peu partout, ne sont faits sans la caution de la Chine, qui après les États-Unis et l'Europe est pratiquement le deuxième investisseur en termes de puissance monétaire du FMI. La Chine n'y était pas. Il faut se poser la question pourquoi la Chine veut y être. Et ce n'est pas certainement pour changer l'orthodoxie du FMI, parce que ce sont les mêmes pratiques qui sont en phase. Ce que je veux dire, c'est quoi? Pour en revenir à ce que le chef de l'État dit. Ce que le chef de l'État dit est très simple. Si vous, institution internationale, n'êtes pas capable de nous donner ce que nous avons besoin en termes d'investissement financier pour nous permettre de nous développer, parce que nous n'avons pas les mêmes besoins que vous. Tout à fait. Laissez-nous aller sur le marché. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ce que le chef a dit en 9 minutes se résume à ça. Si institution internationale, vous n'êtes pas capable de nous assister parce que vous considérez que on n'est pas assez responsable. C'est ça, et ça rejoint ce que Kako Noboko disait depuis 2 ans. Si on n'est pas assez, vous considérez qu'on n'est pas assez responsable pour gérer notre secteur macroéconomique, alors laissez-nous aller sur le marché. Parce que nous pensons que sur le marché, nous sommes capables de nous financer à des taux compétitifs pour pouvoir assouvir des besoins basiques en termes d'eau, d'infrastructure. C'est le véritable problème idéologique. Quand on parle du franc CFA, on va dans tous les sens. En réalité, c'est le nœud. Avec son 10%, et Kako Nabuko le disait, permettez-nous de faire plus d'inflation au lieu de nous restreindre à 3%. Nous pouvons faire 4%, 5%, 6% parce qu'au final, nous sommes capables, et il disait, il faut à un moment que les gouvernements africains arrivent à agir en toute responsabilité et assument les conséquences qui vont avec leurs actes. Donc ce que le chef de l'État dit est très simple. Très bien, mais nous voulons... En fait, ce que le chef de l'État dit, c'est que en tant qu'État responsable, nous sommes capables d'apprécier nos risques. Nous sommes capables d'aller sur le marché et de nous engager et d'assumer les conséquences. C'est le message que le chef de l'État envoie aux institutions internationales. Ce n'est pas un message contre les institutions. Parce qu'on parlait de la Banque mondiale. Il y a 2 mois, la Banque mondiale a fait, par rapport au projet de permettre aux Béninois d'avoir l'eau à 100% en 2021, la Banque mondiale a fait un chèque en blanc de près de 304 millions de dollars pour le Bénin. Donc on ne peut pas dire que la Banque mondiale est contre le Bénin à des taux constitutionnels pratiquement à moins d'1%. Donc ça veut dire que la Banque mondiale a des programmes qui permettent quand même
à carte, on va dire des programmes à carte qui permettent quand même des taux concernés à certains pays comme le nôtre de pouvoir assouvir le programme de développement. Mais aujourd'hui, c'est une question de c'est-à-dire que nous sommes assez matures. Oui. Vous permettez cette réflexion du chef de l'État, Patrice Talon. Oui. Il faut que cela se discute d'abord au sein de l'espace UEMOA. Il faut quelle sera parce que en fait il y a une chose importante. Parce que en moins de moins d'un mois. Là, on parle politique. En moins de 2 mois, c'est la deuxième sortie du chef de l'État. Ah ouais. Ce n'est pas une sortie connaissant l'homme et sa pratique. Il y a pas, tout est structuré. Aujourd'hui, on peut dire sans coup férir que le chef de l'État béninois se met en tête de file de la réforme nécessaire qu'il faut de nos engagements, en tout cas de notre espace de l'UEMOA, de l'architecture macroéconomique de l'espace ouest africain. Ouais. Ça, c'est implacable. Est-ce qu'il se propose ou... Non, il s'impose. Il ne s'oppose. Il s'impose. Il a un timing et il doit respecter. Mon désir. Il s'impose naturellement parce que, vous savez, tous les autres sont partis du franc CFA sans informer ceux qui étaient à côté d'eux. L'Algérie est partie sans informer le Maroc. Le Maroc est parti sans informer la Tunisie. Le Cambodge est parti sans informer le Laos. Donc, on ne peut pas informer les autres avant de sortir d'un système. Chacun a sa tête, chacun veut se développer. Et le chef de l'État est en train de s'imposer. Je crois que nous vivons la meilleure époque de notre existence aujourd'hui et qui devrait normalement relancer la machine politique autrement dans notre pays et dans la sous-région. C'est que nous avons longtemps eu oui dire il y a eu un chef d'État, il y a eu des chefs d'État, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Jerry Rawlings et autres. Mais aujourd'hui, nous vivons la réalité en étant actifs à notre âge, pouvant contribuer à la prospérité de notre pays. Nous avons quelqu'un qui a la volonté, qui a la connaissance exacte de ce qui mine. Il veut agir sur les causes et non contribuer à réparer les conséquences. Et si nous sommes à l'époque de la cause, agissons avec lui. Moi, je suis dans cette posture-là. Et donc, j'invite, comme vous l'avez fait, que tous les débats se poursuivent et que cela aille jusqu'au dernier. Même le mécanicien à côté doit pouvoir comprendre quel est cet enjeu-là. Le chef de l'État qui ne sort pas souvent, qui ne parle pas souvent, ces derniers temps a commencé à attaquer quelque chose qui nous paraît ne pas nous concerner directement dans le pays. Alors qu'en réalité, c'est ce qui nous a traîné depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Puisque je parle de 90 en référence à la dévaluation et jusqu'à aujourd'hui. Donc, si je l'écoute, c'est comme j'entends, comme l'a dit quelqu'un, Bafouloulou, celui qui a réalisé le premier documentaire sur Thomas Sankara, il est encore vivant, il a dit, il faut penser à la réévaluation du franc CFA plutôt que de penser à la dévaluation du franc CFA. Et tout ce que Talon dit aujourd'hui, c'est une réévaluation, réévaluer la monnaie, réévaluer les valeurs, réévaluer chaque chose à laquelle nous faisons face pour la prospérité de la population, pour la prospérité de l'Afrique. Très bien. François Dalcouf. Oui, ce que je vais mettre le doigt sur 2 choses. Il y a pratiquement une année, le chef de l'État était en Norvège, vous vous rappelez, ouais. Et il a eu, pour solliciter de cette partie de l'Europe un accompagnement pour ces grands projets d'investissement. Il a précisé qu'il n'est pas venu me demander voilà, de l'aider. Je me rappelle de quelque chose qu'il avait dit de façon très précise. Voilà. Vos banques, vos institutions ne connaissent pas l'Afrique. C'est ça. Il avait dit de façon très précise. Et qu'est-ce qu'il pointait? C'est exactement ce qu'il a pointé ce soir. Le coût du risque. La plupart des grandes banques d'affaires dans le secteur privé ne veulent pas prendre le risque d'aller sur le continent africain parce qu'ils ont une vision biaisée de l'Afrique. Il avait déjà dit il y a une année. Donc on est dans le même fil, on est avec le même fil conducteur. Aujourd'hui, ce qu'il demande à ses pairs, c'est que nous ne pouvons pas survivre avec ces critères de convergence. Et aujourd'hui, vous demandez pratiquement n'importe quel économiste, il vous dira la même chose. Nous ne pouvons pas survivre avec ces critères de convergence. Nous ne pouvons pas être trop orthodoxes avec nos comptes publics, simplement parce que nous avons des besoins immenses qui appellent des investissements colossaux. Donc, ce qu'il demande encore une fois, c'est que nous devons desserrer les trains que nous avons même corsetés. On peut parler de la France, on peut parler de n'importe qui, c'est d'abord notre responsabilité à nous. Donc, si nous voulons mobiliser les investissements qu'il faut
pour venir à bout du manque d'eau, des soins sanitaires, de l'éducation, il faut obligatoirement que nous sortons de cette contrainte des 70% en rapport avec le PIB ou des 3% de déficit. Faire 4% aussi, 5%, 6% d'inflation n'a jamais tué personne. Et en même temps, quand il le dit, il faut le mettre, comme c'est un homme pragmatique, il faut le mettre en même temps en rapport avec la responsabilité des dirigeants africains, parce que c'est pas parce que vous avez une banque centrale à votre disposition que vous faites tout ce que vous voulez, parce que vous engagez la destinée de votre pays à horizon 10 ans, 50. Donc en réalité, c'est un discours de responsabilité. Encore une fois, si les institutions internationales qui nous accompagnent déjà, avec le FMI, nous avons de très bonnes relations, si vous n'êtes pas capable d'aller au-delà, ça voudra dire que vous n'appréciez pas vraiment à la valeur exacte nos réels besoins en termes d'investissement, et ça vous dit quelque part, vous vous contredisez vous-même, parce que vous ne pouvez pas appeler au développement en même temps, mobiliser les sous et nous restreindre quand il s'agit de mobiliser de l'argent. Donc permettez-nous de desserrer l'étreinte et d'aller vers les concessionnaires privés qui sont volontaires pour injecter de l'argent dans notre système et nous permettre de financer des projets à horizon 25 ans, 30 ans, parce que c'est ce qui nous convient aujourd'hui. Et on peut dire que on ne pouvait pas le dire de façon aussi simple, de façon aussi accessible, de façon aussi limpide.